Le 100% culturel. Du dimanche au mercredi de 9 h à 10 h sur Alger Chaîne 3. Et bonjour à vous tous, ravi de vous retrouver ce matin sur les ondes d'Alger Chaîne 3. Il est 9h12, le 100% culturel s'installe et comme vous le savez, nous sommes en plein mois du patrimoine. Le patrimoine bat son plein, on profite au maximum de ce mois et puis même tout au long de l'année. Mais il faut dire que ce mois aussi nous apporte aussi de bonnes nouvelles, de belles initiatives contre l'oubli, notamment contre l'oubli de l'histoire, des personnalités, des hommes et des femmes qui font cette Algérie qui avance avec à la mémoire de toutes ces grandes personnalités de l'Algérie liées au patrimoine matériel et immatériel. Alors ce matin, c'est aussi une pause, on va se poser autour de l'histoire d'El Jazeera, autour de l'histoire de la Hasema, El Behja, et autour aussi d'un personnage, une personnalité connue au niveau de la capitale, si bien que c'est une personne qui a toujours ouvert à bras le corps ses bras à la Méditerranée, à la mer, au quartier donc de la Marine, à toutes ces belles, j'allais dire, ces beaux espaces dédiés à la mer, à ces rochers d'Alger, donc, et notamment à des espaces dédiés à la mer Méditerranée. Quand on parle de la mer Méditerranée et d'Alger, on a certainement une pensée à Momo, Himoud Brahimi, une pensée pour cette belle personne, cette belle âme d'Alger, connue aussi, qui a été aussi connue et présentée au grand public dans le cadre du film de Mohamed Zinet, Tahia Yadido, où on relatait un peu l'histoire d'Alger, de la capitale, de la Casbah. À cette occasion, nous avons parmi nous sa fille, qui est parmi nous, Douja Brahimi, qui, elle, vit entre les deux rives de la Méditerranée. Elle est là pour une petite semaine et on voulait absolument la voir avec nous ce matin dans le 100% culturel, en plein mois du patrimoine. Donc, il n'y a pas mieux que d'avoir parmi nous Douja. C'est un véritable cadeau. Merci d'être là, Douja Brahimi. C'est moi qui vous remercie pour cette invitation surprise. Oui. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui, Linda, et d'être présente à la chaîne 3. Voilà, parler donc, de mon papa. Exactement, votre papa qui était un personnage, une personnalité de l'Algérie et d'Alger, une personnalité universelle aussi, parce qu'il était sans frontières, un grand amoureux de l'Algérie, un soufi également, mais qui était aussi ouvert au monde, un grand humaniste. Avec nous, monsieur Ammar Belkhodja, il a été journaliste plus de 25 ans, donc au journal Moudjahid, il est auteur, écrivain. Il a aussi écrit donc un livre autour de la personnalité de Momo, Himoud Brahimi. Il est parmi nous ce matin. Merci d'être là, monsieur Belkhodja. C'est avec plaisir. Vraiment, on est ravis de vous recevoir, de partager avec vous ce moment. Vraiment, c'est un moment de partage. Nous vous avons en exclusivité ce matin pour le 100% culturel et pour la radio Chaîne 3 et découvrir aussi les nouveautés qui vont se faire, mais pas que. Découvrir aussi Momo différemment dans les coulisses, parce que par moment les gens le reconnaissent qu'à travers le film Tahia Yadido, donc toujours un homme toujours torse nu, avec notamment Oussa son sarwel Stefa, ou alors le fota. Une fota. La fota que l'on retrouve aussi dans le hammam également. C'est la fota kabyle. Oui. C'était un clin d'œil dans le film. Oui. Il n'a pas mis n'importe quelle fota. Oui. Il a mis une fota kabyle. Oui. C'est notre histoire, c'est notre patrimoine. Absolument. Il ne faut pas oublier que notre patrimoine culturel, il est avant tout berbère. Oui, bien sûr. Donc l'histoire, les racines. Les racines sont là. Les racines sont là. Et puis il était aussi, c'était aussi une personnalité qui avait des cheveux, donc il a gardé ses cheveux très longs. Mais il avait une raison, on parlera des cheveux longs après. D'accord, très bien. Donc, et puis toujours torse nu, c'est une façon de dire que il était en paix avec lui-même. Et en paix avec la lumière. Je reçois
c'est particulier, ça rentre dans le soufisme, ça rentre dans le côté mystique, le côté spirituel, qui est une spiritualité musulmane, mais universelle aussi. Oui. C'est un personnage C'était un personnage qui avait ses codes à lui. Tout à fait. Il était, j'allais dire, connecté avec aussi le divin dans une vision spirituelle. Son existence sur Terre était une mission. Il disait, je suis l'esclave de Dieu, hein. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Il était un grand amoureux voilà, du divin et de tout ce qui tournait autour de la spiritualité, de l'au-delà. Exactement. Et de l'au-delà. On va s'écouter une chanson, hein, Hakim Abdelghafour qui est à la réalisation, donc le temps d'une chanson et on se retrouve juste après. 23 minutes ensemble dans le 100% culturel avec nos invités ce matin. On profite au maximum, bien entendu, de ce mois du patrimoine et des passages aussi des personnalités, des filles de personnalités. Comme ce matin, nous avons avec nous Douja Brahimi, la fille de Momo, hein, Momo, le poète, le fils de la Casbah, de la Méditerranée, de tous les quartiers, donc notamment de la Casbah d'Alger. Il était poète, il a beaucoup écrit, il a beaucoup réfléchi sur l'existence de l'être humain. Il avait une réflexion très très particulière. Elle est parmi nous ce matin pour une petite semaine ici en Algérie. On voulait la voir avec nous, c'était très important de la voir. Et avec nous, M. Ammar Belkhouja, auteur. Il a quand même écrit un nombre important de livres dédiés aussi à Momo. M. Ammar Belkhouja. Oui. Oui. Moi, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et j'applaudis des mains et des pieds lorsque une émission est consacrée en hommage de ce grand personnage. Oui, oui. Donc, ravi aussi de retrouver Douja, oui. qui ne peut pas s'empêcher de faire des pèlerinages. Oui, oui. Des pèlerinages j'ai besoin de pour ressourcer. Se remettre sur les traces de son papa et aussi de humer un peu ses odeurs, la Casbah, le personnage. Donc moi, mon souci, j'ai la phobie de l'oubli. Je voudrais que des rencontres de cette nature se répètent parce qu'il y a une faille dans la société, dans les institutions, c'est les ruptures. Moi, j'ai horreur des ruptures. Il faut alimenter la mémoire collective pour qu'il n'y ait pas de rupture. Momo, il faut que la génération qu'il a connue, mais d'autres générations viendront pour dire oui, nous le connaissons, il est ceci, il est cela. Et les ruptures, c'est l'oubli, la rupture. Devenons amnésiques. Ce qui est pernicieux pour une société, pour... Momo, personnage qui m'a passionné, et ce qui est curieux, je ne l'ai rencontré qu'une seule fois. Qu'une seule fois, furtivement, hein. Toute l'équipe était en train de tourner un film à Relizane sous la direction de Mohamed Chouer. Oui. Et nous avions à l'époque, invité toute l'équipe à Tiaret, à la Cinémathèque. Oui. Et il était avec eux, je le rencontre, au moment où je lui dis « Bonjour monsieur, moi je vous suis l'un de vos admirateurs et tout le monde est d'accord que vous êtes le plus grand poète de la Casbah. Ouais. » Ah, igolo. Alors on va revenir dans quelques instants avec nous, monsieur, également dans cette émission, monsieur Antri Azdine, qui est directeur du musée des Antiquités d'Alger, un très très beau musée à visiter vraiment et à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Il est en restauration pendant quelques temps. Et là, donc, c'est aussi un espace qui se trouve au niveau du Parc de la Liberté, en plein donc, quartier du Télémli, en face l'École supérieure des Beaux-Arts. Et actuellement, il va y avoir une conférence. Une conférence sur l'histoire de la monnaie. Monsieur Antri, merci d'être là. Merci de cette invitation. Je suis honoré, enchanté de partager le micro avec vous et vos honorables invités. Ça m'a rappelé des souvenirs. Momo, Momo, toujours est-il. C'est la mémoire de la Casbah. C'est un mystique de la Casbah, un poète. On pourrait le décrire de beaucoup de superlatifs. Concernant notre musée, vous savez, c'est le mois du patrimoine.
c'était une occasion d'intensifier le programme d'activité de notre institution, à l'instar de toutes les autres institutions muséales à travers le territoire national. Nous avons donc un riche programme qui a débuté le 18 avril et qui se terminera, Inch'Allah, le 18 mai. Nous avons eu un programme extramuros et un autre intramuros. L'extramuros, nous l'avons commencé au début du mois. Donc nous sommes rendus un peu partout à travers des conférences et des ateliers à travers le territoire national. J'en citerai Ouargla, Togourt, Tizi Ouzou, Constantine. Nous avons le programme Intramuros se focalisera sur 2 conférences et une exposition. La première conférence aura lieu le 8 mai, la deuxième le 13. Ça a rapport avec l'utilisation de l'intelligence artificielle et le patrimoine matériel, en l'occurrence mobilier, même immobilier par certains aspects. Par exemple, nous aurons une première journée d'études, si on peut l'appeler comme ça, autour des reconstitutions. Les reconstitutions assistées par l'intelligence artificielle. Ce sont des reconstitutions qui nous permettent à la fois de travailler sur la conservation préventive et curative des objets et des monuments, mais aussi qui vont nous permettre de faciliter et d'améliorer la médiation avec tout type de public, à travers des expositions virtuelles, les expositions immersives. Ça, c'est la première conférence. La deuxième conférence aura lieu, Inch'Allah, le 13 mai. Ça tournera autour de l'utilisation toujours de l'intelligence artificielle, mais cette fois-ci appliquée à la recherche archéologique, donc aux fouilles, comment toute l'intelligence artificielle, les nouveaux procédés permis par cette intelligence artificielle pourront améliorer, favoriser de meilleures fouilles, de meilleures applications, de meilleurs résultats issus de ces fouilles. Entre autres, il y aura aussi d'autres conférences que nous organiserons au niveau de notre institution. Nous communiquerons tant que voulu, bien, avec plaisir, pour le grand public, à travers vous, bien sûr, les médias, que nous remercions à cette occasion, tous les médias, je dois le dire, qui soutiennent la culture, le patrimoine de façon générale. Ce n'est pas des fleurs que je jette à la presse, mais toute la presse nationale, qu'elle soit audiovisuelle ou écrite, est à l'écoute et à ces efforts, je dirais que à ces efforts qu'il faudrait médiatiser de façon plus importante, pas seulement pour notre travail en tant que personne, ou en tant qu'institution, mais pour, comme l'a dit M. Belkhodja tout à l'heure, pour une partie, pour qu'il y ait toujours ce fil conducteur entre le patrimoine, en l'occurrence nous on s'occupe du patrimoine matériel, et de toute notre population, et en particulier les générations à venir. Ben écoutez, on va rester dans cette optique avec un reportage de nos collègues qui se sont aussi déplacés au musée Mustafa Pacha, le musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, qui se trouve au niveau de la Basse Casbah, tout près de la mosquée Ketchewa. Donc c'est un espace magnifique, très très visité en ce moment pendant cette période du mois du patrimoine et tout au long de l'année, il faut le dire, n'est-ce pas, M. Antri? Votre musée, le musée dans lequel vous êtes aussi directeur, c'est aussi des musées qu'on visite beaucoup, où on découvre aussi l'authenticité, l'histoire, le patrimoine. Donc il y a des circuits qui se font. Oui, tout à fait. Oui, M. Antri. Par exemple, pour aller du musée de la calligraphie, de l'enluminure et la miniature, il se trouve sur un parcours très, très particulier. Absolument. Il se trouve, c'est-à-dire sur le parcours, ce qu'on appelle le parcours de la Casbah. Oui. Donc il y a des institutions culturelles qui jalonnent
tout un circuit. On commence, ça dépend d'où on commence. Oui. Si on commence du haut ou du bas. Si on commence, généralement les visites commencent du haut. Vous avez Dar Sultan, Oui. donc la citadelle d'Alger. Vous avez tous les quartiers de la Casbah, les lieux de mémoire patrimoniale, mais aussi de la résistance et de la révolution, la glorieuse révolution, à laquelle, bien sûr, un grand chapitre s'est écrit, la bataille d'Alger, toute la résistance d'Alger, les actes héroïques qu'il y a eu, ils sont très connus, mais il y a à en parler, je pense, à d'autres occasions. Et la visite se continue à travers, bien sûr, le musée des arts et traditions populaires qui, malheureusement, pour le moment, est en restauration, mais aussi par le musée de la calligraphie et de l'enluminure, et qui se termine vers la place Zahchouhada, et en terminant par le bastion 23, le palais des Raïs. Ça, c'est un circuit. Vous avez le circuit sur les hauteurs d'Alger. Oui. En commençant aussi par la citadelle et en passant par le boulevard Karim Belkacem, en passant par beaucoup de lieux. Il y a bien sûr l'ancienne bibliothèque nationale, il y a celle de Ouagnouni, qui a un pan d'histoire aussi. Vous avez après, vous avez notre musée, vous avez l'école des Beaux-Arts, vous avez après le Bardo qui est en contrebas d'une autre, et donc vous pouvez donc aller sur le plan, c'est-à-dire si le premier circuit est un circuit vertical, l'autre il est horizontal et sur les hauteurs. Et l'autre il conduit des hauteurs d'Alger vers la mer, et l'autre il conduit d'ouest en est. Et donc, en passant donc par le Bardo, après vous avez le musée des Beaux-Arts, vous avez, en passant Villa par Abdeltif, Abdeltif, le Maqam Shahid, vous passez par la grotte Cervantes, Chorchar. Alger recèle des trésors et souvent méconnu par le commun des gens qui habitent cette belle ville. Donc, je pense que le mois du patrimoine, c'est aussi un mois où on va éveiller un peu tous les sens. De ceux qui vivent ici, qui vivent aussi dans les autres wilayas, pour venir et découvrir ce qu'ils ont comme richesse. C'est le fondement d'un mois du patrimoine. Le mois du patrimoine, c'est une façon de communiquer un peu encore plus qu'avant sur le potentiel, sur les potentialités, sur les trésors, sur le contenu patrimonial. Bon, pour le moment, on parle d'Alger, mais c'est applicable à toutes les villes, à toutes les régions d'Algérie, à Constantine, à Oran, à Djidjel, à Béjaïa, à Mostagana, à Natiaret, à Sidi Bel Abbès, à l'est, à Khenchla, à Betna, partout à travers tout le territoire national. Nous avons un riche patrimoine. Très bien, alors on va écouter justement, on va vivre ensemble le reportage de Sidi Ali Fares qui revient autour de ce qui est en train de se faire au niveau du musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie. L'intelligence artificielle est un domaine scientifique qui vise à reproduire des comportements liés aux humains ou dépassant leurs capacités. L'intelligence artificielle a des manières évidentes. Investit les secteurs culturels de multiples applications développées des startups spécialisées. Le manager de la startup Isra Media, Zawdi Laïb, revient sur le travail réalisé par l'intelligence artificielle au palais Mustafa Pacha. Si vous prenez le palais de Mustafa Pacha, nous l'avons utilisé d'une manière, c'est-à-dire c'est une première, vous ne pouvez même pas trouver ça ailleurs, c'est-à-dire nous avons carrément modélisé le Mustafa Pacha qui lui-même présente, à l'aide de l'intelligence artificielle, il présente les lieux. Il y a lieu de scanner les codes QR, et là ils peuvent trouver Mustafa Pacha dans les descriptions des lieux. Nous l'avons utilisé l'intelligence artificielle, secondo, pour mieux expliquer les tableaux. Les tableaux, là où c'est pas abstrait, on peut montrer carrément l'animation, parce que l'intelligence, elle peut détecter ce que c'est que les êtres humains, les animaux, les plantes, etc., etc. Mais quand les tableaux sont abstraits, ce que nous avons fait, nous avons reconstitué les personnages, c'est-à-dire les artistes, et c'est eux-mêmes qui peuvent donner les explications par rapport au tableau. Vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle peut tuer l'art? Du tout. Si on sait très bien comment l'utiliser, vous avez l'exemple ici, on n'a rien touché à l'art, au contraire, c'est une valeur ajoutée par rapport au lieu, par rapport au tableau.
tableau par rapport à l'artiste. Le point fort de l'intelligence artificielle. C'est un outil. Nous avons des milliers d'exemples par rapport à ça. Elle est utilisée partout dans le monde. C'est-à-dire c'est l'évolution des choses. Même pour nous, en tant que 3Distes, nous pouvons l'utiliser comme outil. C'est-à-dire au lieu, par exemple, de modéliser des lieux, c'est avant on prenait des mois à le faire. Maintenant, à l'aide du graphisme de l'intelligence artificielle, on peut le faire en une journée, peut-être deux, peut-être moins. Comment votre start-up Esra Media a utilisé l'intelligence artificielle dans le monde de la culture? Nous avons fait des reconstitutions virtuelles des sites archéologiques. Un site archéologique, au lieu qu'il soit abstrait, comme on voit, quand on a le meilleur des guides, quand il décrit les choses ou il explique l'histoire de la chose, nous, au contraire, on donne exactement ce qu'il décrit dans les manuscrits, dans les plans, on le traduit par soit une vidéo, soit en réalité augmentée, soit en réalité virtuelle. Au contraire, par rapport à cette génération, c'est leur langage. Ils aiment bien avoir les choses, à écouter les choses, au lieu d'avoir des explications un peu longues. Vous pouvez découvrir les travaux réalisés par la start-up Esra Media sur l'intelligence artificielle au Musée public national de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie, le palais Mustafa Pacha. Voilà, c'était une belle balade également au niveau du musée de l'enluminure, de la miniature et de la calligraphie à la Casbah d'Alger. Mais je vous invite, mes amis, à aller aussi découvrir les musées qui existent au sein de votre wilaya. Hein, nous avons beaucoup de musées, nous avons aussi des expositions, découvrir aussi les expositions liées au patrimoine, les directions de la culture de chaque wilaya respective, les 58 wilayas, ils ont leur programme dédié au patrimoine pendant ce mois du patrimoine. Donc profitez au maximum pour sortir et sortir vos enfants et vous-même, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Et bien, juste pour citer par exemple, vous avez déjà, par exemple, ce soir, il y a aussi une belle rencontre dédiée à la musique, c'est la journée mondiale du jazz. Le TNA, Théâtre National Mahdi Bachtarzi, abritera une très belle soirée dédiée au jazz. Donc allez-y et profitez de ce rendez-vous. Nous avons aussi l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel qui organise demain, le 1er mai, une belle rencontre dédiée à la danse, au texte. Ce sera au soufisme, ce seront des textes soufis avec Madame Samara qui est danseuse chorégraphe et qui est entre l'Espagne et l'Algérie et qui se produira demain au niveau de la salle Ibn Zeydoun à 19h. Ce sont des rendez-vous de ce genre. Vous avez aussi Alger, mon amour, avec Imed Meghelati qui a sa belle exposition de photographie au niveau de la Villa Abd al-Latif. Et puis nous avons le grand événement ce week-end. Le Behja Tejma'ouna, donc le Behja nous rassemble. Ça va être un très beau rendez-vous de la Wilaya d'Alger qui reçoit son public dans tous les sites aérés à travers la wilaya d'Alger, que ce soit au niveau de la Sablette, au niveau du parc Dounia, des autres espaces, donc les rives de Oued el-Harrach qui ont été réaménagées de façon extraordinaire. Vous avez aussi les espaces urbains au centre-ville d'Alger. Tout cela, donc il va y avoir beaucoup d'animations sportives et culturelles qui vont se faire. Donc allez-y, profitez, c'est ouvert au public, c'est gratuit et c'est pour vous tous. C'est une belle opportunité pour pouvoir profiter de ces rendez-vous. La chaîne 3 sera présente tout au long de ces 3 jours. Vous allez donc avoir un rendez-vous demain avec Karima Miti de 14h à 16h et de 16h à 17h avec Leila Djebour, ce sera au niveau de la Sablette. Le vendredi de 11h à midi, ce sera avec Soraya Bouhatba qui sera présente au niveau de la Sablette. Et le samedi, c'est l'espace donc notamment du parc Dounia réaménagé d'une façon extraordinaire. Et il y aura donc Emel Faddi présente de 11h à midi. Voilà, la chaîne 3 toujours au cœur des événements et ne ratez pas ces beaux rendez-vous. Douja Brahimi, la fille de Momo qui est parmi nous aujourd'hui avec M. Ammar Belkhoudja, ensemble où on revient sur Momo qui appartenait à tous les Algériens. C'était aussi un ami des enfants. Il adorait les enfants parce qu'il y avait de l'innocence, il y avait de l'amour aussi. En fait, Momo, il considérait les enfants comme les futurs adultes. Oui. Donc, c'est la future Algérie. Donc, si je respecte l'enfant, je respecte ma future Algérie. Oui. Donc, il aimait beaucoup les enfants. Il n'a jamais parlé à un enfant comme on parle aux enfants. Il a toujours parlé à un enfant comme s'il parlait à un adulte. Il savait qu'il était en train de... qu'il était en train de planter des graines. Et tous ceux qui ont... Oulad el-Qsba, tous les soirs,
il se retrouvait en bas de Jemaa el Oud, il leur racontait l'histoire de l'Algérie, il leur racontait Ammi Hamoud, parce que les gens qui connaissent Momo l'appellent Ammi Hamoud. Quand on dit Ammi Hamoud, on sait très bien que c'est des gens de la Kasbah. Après, c'est Imoud ou Momo. Oui. Il y a eu le film aussi Zinette. Hein, le film Zinette, ils ont fait intervenir un petit garçon. Le petit garçon, oui, tout à fait. Oui. Toujours. Et il a été aussi, il a été champion du monde de l'apnée pendant. Donc il avait complètement, il allait, c'est-à-dire pieds nus, sans aucune, vraiment avec sa tenue, il plongeait, il faisait vraiment, il est resté longtemps, hein, donc. L'apnée, il n'a pas fait l'apnée par hasard. Hein. C'était pas pour devenir champion qu'il a fait l'apnée. En fait, il a fait l'apnée jeune. Il a perdu sa maman, il se retrouvait orphelin, son père, sans mère. Mon père, il a été élevé par les femmes. C'est pour ça qu'il a toujours dit que la femme algérienne est une souveraine. C'est quand même beau. Et donc, il allait à la mer, et il n'a pas fait l'apnée pour impressionner. Il a fait l'apnée, et puis c'est là qu'il est devenu mystique, métaphysique. Il a découvert des tas de sensations. Il a appris la méditation pour faire baisser son cœur, pour faire baisser son rythme cardiaque. Il restait de plus en plus longtemps. Il me disait qu'il nageait même avec les marsouins fait port d'Alger. Donc l'apnée, jusqu'au jour où on a découvert qu'il restait longtemps et qu'on lui a proposé de faire des compétitions. Mais les compétitions d'apnée, le championnat du monde qu'il a fait, il était à la Butte aux Cailles à Paris, en piscine, aller-retour, en activité. Ça veut dire que son corps, il perdait des calories pendant qu'il ne respirait pas. Donc il restait 5 minutes, je ne sais pas combien. 5 minutes, 45 secondes, oui, exactement. En activité dans l'eau. Qui va faire ça? C'est vraiment surhumain. Et les médecins se sont penchés sur lui et ils ont découvert que dans ses poumons, il avait des parois de dauphin. En fait, les poumons Tao, c'était les poumons de dauphin. C'était pas des poumons d'humains, presque. Le championnat, le record, il a ses origines. Ses origines, Momo fréquentait assidûment le mall. Oui. Aïtalo Shema, le mall de l'amirauté. Et là, il faisait ses plongeons et il s'exerçait à l'apnée. Alors, c'est tout un spectacle. Hein. Tous les enfants de la Kasbah descendaient au niveau du mall et Momo, Hamoud Brahimi, qui plonge et puis qui ne ressort plus. Et les gens étaient en plein suspense pour voir à quel endroit il va immerger. Ouais. Exactement. Et puis ça durait, Et hop, voilà, Momo qui surgit. Il a annoncé qu'il était capable de battre le record du monde en plongée en apnée. Les pieds noirs n'étaient pas d'accord. Ah oui, on sous-estime l'Algérie. On l'a sous-estimé beaucoup. Ouais. Finalement, tous les Algériens racontent une anecdote qui va s'avérer juste. Hein. Momo plonge au fond du mol et il accomplissait 2 prières zurjakat ou jitala. Moi, je tiens ça de l'un de mes docteurs, je suis son patient. Eh ben, il me racontait ça avec beaucoup d'assurance que Momo priait au fond de la main, au fond de zurjakat ou jitala. Alors, il va immigrer à Paris. À Paris, c'est l'explosion culturelle. Hein. Le cinéma, le théâtre, il va y avoir des fréquentations fabuleuses, hein, avec beaucoup d'actrices, beaucoup d'acteurs. Et parallèlement, il va se lancer pour l'apnée, la plongée en apnée. Il bat le record. 5 minutes 45 secondes avec mouvement à l'intérieur de l'eau. C'est la différence entre l'apnée classique aujourd'hui. Hein. Oui. Il plonge et il va faire un parcours de 175 mètres. Il faut le faire. Et au niveau, il expliquait aux journalistes à l'époque hein, qu'il s'arrêtait quelques secondes pour se reposer et reprendre Tout le monde était épaté, tout le monde ébloui. Cet Algérien, cet Arabe-là qui bat le record de plonger en apnée. Les Français attendaient une délégation américaine. Les Américains, tout arrogants qu'ils sont, ils ont complexé les Français. Les Français comptaient sur Momo. Ils disent, Momo, ne bouge pas, ne rentre pas chez toi. Il y a les Américains qui vont venir et on va leur donner un peu la leçon d'athlétisme et de natation et de mouvement aquatique. Il est d'accord, il fait la démonstration devant les Américains et là, une autre innovation.
Il va battre le record, il va reprendre son record. Mais une autre innovation, c'est le mouvement aquatique sous l'eau et sur l'eau. C'est la première fois que ça se passe. Momo nageait, faisait des mouvements extraordinaires. Les Américains sont épatés et ils tentent de le séduire. Il dit, écoutez, vous êtes exceptionnel. Est-ce que vous pouvez rentrer avec nous aux USA? Il refuse. Il refuse. Pourquoi? Il y a une attache charnelle, beaucoup plus spirituelle avec la Casbah. Tous les poèmes écrits sur la Casbah, si on les étudie, on essaie d'approfondir un peu ce que Momo exprimait, c'est une relation spirituelle. Une relation spirituelle d'un personnage très attaché à sa ville. Et quand je dis la Casbah, je dis toute l'Algérie. Tout à fait. Oui. Monsieur Ammar Belkhodja, vous avez écrit donc plusieurs livres sur Momo, n'est-ce pas, des articles, mais aussi des livres. Oui, des articles, Oui. ça a commencé par la presse. Hein. Très Par bien. la presse, pourquoi? Parce que moi, je lisais attentivement, puisque j'étais un Moujahid, Oui. et je lisais attentivement ses contributions poétiques. Il envoyait régulièrement. Et j'étais impressionné. Moi, je ne connaissais pas Momo à l'époque. Je l'ai connu une fois, je l'ai croisé une fois. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu les titres, vos titres, s'il Alors, vous les plaît? titres, Oui. ça a commencé pour Momo, la magie des mots. C'est un Très recueil bien. de poésie, hein, Oui. avec un recueil de mes articles. Oui. Ça a continué avec Momo par l'image et par le mot. Là, le livre m'a conduit à Lille. Et Oui. j'ai moissonné beaucoup de photos qui vont illustrer cet ouvrage. Momo par l'image et par le mot. Il y avait une bonne collection de photos de Momo. Oui, que je t'avais laissé. Oui. oui. Voilà. Ensuite, il y a eu la réédition de l'identité suprême. En 1958, Momo publie le premier traité de métaphysique. Voilà un aspect qu'on ne connaît pas chez Momo. Un métaphysicien méconnu. L'identité suprême. Peut-on trouver vos livres, monsieur Ammar Belkhodja? Ça m'étonnerait, elles sont Oui. épuisées. Mais au niveau Beaucoup des sont librairies, épuisées. des bibliothèques, peut-être? Ah oui, certaines les bibliothèques, oui. Voilà, pour Je ceux reviens- qui souhaiteraient, oui. Oui, je reviens à l'identité suprême. En 1958, Oui. il donne à la lecture à Pierre Bourdieu, le sociologue. Il dit oui, tu peux le publier. Il a publié et en 1958, j'ai eu entre les mains par miracle un exemplaire de l'identité suprême. Je fais une présentation et je propose le livret à Cheikh Mohamed Benbrika, un érudit. Maître Allah yarhamou. Benbrika, qui est lui aussi métaphysicien et expert en soufisme, il jette un coup d'œil. Il est ébloui parce qu'il n'y a pas de métaphysicien de langue française dans ce pays-là. Et il préface une préface de Cheikh Benbrika, une présentation de Belkhodja, et ça va continuer avec Momo le poète béni. Momo le poète béni, c'est un peu sa biographie, et un recueil de ses poèmes, et je termine avec un autre traité de métaphysique, Qui suis-je? Qui suis-je et l'amour de lumière. Encore que je présente sur une 52 pages. Très Ça, bien. ça va continuer avec Douja. Ça va continuer avec Douja, Douja alors, parce Douja, qu'il y a encore des justement. projets qui ne sont pas encore publiés. D'accord. Alors, des projets, Douja, Brahimi, On est sur Ouais. un projet ensemble. Très où bien. on va publier des inédits oui. de Momo. oui. L'histoire aussi, je pense qu'on va faire une petite biographie de toute sa vie, parce que personne ne connaît l'histoire de la vie de Momo et comment. Et parallèlement, j'ai récupéré la date de naissance et l'heure de naissance de mon papa, grâce à des aides des Algériens. Et je Oui. remercie l'Algérie parce qu'ils participent vraiment discrètement, mais j'ai pu avoir l'heure de naissance de mon père parce que j'ai une grande amie qui est astrologue Mhm, en France, qui s'appelle, elle est mariée avec un Algérien aussi, mhm. qui s'appelle Florence Hamidou, et qui m'a dit, écoute, je ferai bien une étude astrologique et on va fusionner la vie de ton père avec toute l'étude astrologique qui va sortir. Qui allait être ce bonhomme et qu'est-ce qu'il est devenu et est-ce que ça concorde? Je trouve que cette idée, elle est formidable. En tous les cas, ça c'est
en tout cas, on a hâte de voir un peu tous les travaux qui vont se faire aussi dans ce cadre-là. Hein. Et puis, nous remercions également M. Antari qui lui aussi donne rendez-vous, toujours dans le cadre du patrimoine, hein, du patrimoine algérien, de ce mois du patrimoine, parce que vous êtes aussi parmi nous aujourd'hui dans ce cadre-là, et pouvoir aussi profiter de tous ces écrits. J'espère qu'on pourra aussi retrouver vos livres dans les bonnes bibliothèques. Oui, monsieur Antri. Je vous interromps. C'était juste pour dire aussi que Momo aussi c'est du patrimoine. Absolument. Oui, Momo c'est patrimoine national. Patrimoine national, patrimoine humain, je dirais plus, parce que si nous inscrivons notre patrimoine et nous le conservons bien sûr pour notre pays, mais aussi par notre contribution à la civilisation et au patrimoine mondial. Absolument. À double titre, parce que d'abord, il vit par rapport à deux choses, tout ce qu'il a véhiculé en tant que personne, en tant que pensée, en tant qu'acte, ça c'est la première des choses, mais aussi par la naissance de cette pensée et de ces actes. Comme vous l'avez très bien dit, c'est un enfant de la Kasbah. Je ne le suis pas, malheureusement. Mes parents, mon père, Allah yarhamou, oui. À travers Momo, je retrouve un pan important de ce que véhiculait la Kasbah, parce que j'ai vécu certaines choses avec mon père qui sont toujours véhiculées par la Kasbah. Quand on dit de la Kasbah, c'est par rapport aussi à ce qu'elle véhicule. C'est un état d'esprit. Voilà, de valeur. Vous avez dit quelque chose de très important, la relation à l'enfance, la relation à l'amour. La relation à l'enfance, mon père m'a toujours traité comme un adulte. Et il avait, comme tous les enfants de la Kasbah, de cette période, mon père était un natif de 1925. Toute ma vie, j'ai vu mon père traiter les enfants avec amour, avec compréhension. Je me souviens que c'était le mot qu'il disait. Exactement. Et ça, on le retrouve même beaucoup. Ils avaient, les enfants de la Kasbah, les adultes, ils portaient toujours des bonbons dans leurs poches, qu'ils donnaient aux enfants. Des enfants. Et on retrouve ça, et je terminerai par ça, pour boucler la boucle, on retrouve ça chez des grands mystiques, comme Sidi Boumediene ou Sidi El Haloui. Non, mais absolument. Très bien, c'est bien résumé. Parce que c'est aussi du patrimoine, ce que vous êtes en train de dire là, c'est une façon d'être, c'est un comportement. Il faut dire que le petit Algérien, c'est le futur homme de l'Algérie. Si on le respecte, il respectera tout le monde et notre pays sera respecté à travers les enfants d'aujourd'hui qui seront les adultes demain. Exactement. Merci beaucoup. Merci Douja Brahimi, fille de Momo, hein, qui était parmi nous aujourd'hui. Momo de la Kasbah d'Alger et Abedjati pour ceux qui vont donc se situer de ce personnage. Je vous invite à aller aussi découvrir cette personnalité, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les livres, parce qu'il est partout. Hein, Momo est partout. Merci à M. Amar Belkhodja avec notamment ses témoignages et beaucoup d'écrits, hein, beaucoup d'articles et aussi des livres que vous pouvez donc retrouver donc au niveau des bibliothèques algériennes. Et puis merci Monsieur Antri quant aux activités du musée donc des antiquités d'Alger. Monsieur Belkhodja, on aimerait bien voir si vous avez sur les réseaux sociaux, si vous avez, je pense que pour interagir avec vous, si vous avez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, ça oui, j'ai fait connaître Momo et elle est au courant déjà. Je suis régulier. Mais je me réjouis d'avoir écouté M. Antri sur le rôle du musée et toute cette action qui doit tendre à populariser les fréquentations de nos musées. De sensibiliser le jeune Algérien. Nous en avons 24 sur tout le territoire national. Ce sont les musées nationaux, plus un centre d'interprétation sur l'habit traditionnel à Tlemcen. Nous avons aussi tous les musées de sites à travers le territoire national, mais aussi nous avons toutes des actions qui sont portées par les directions de la culture des 58 wilayas. Merci beaucoup. On arrive à la fin de notre émission. Vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes d'Alger Chaîne 3. Et quant à nous, à dimanche.